Bonjour à tous mes chers étudiants, dans cette vidéo je vais vous présenter la correction de l'examen Introduction à l'ingénierie des matériaux, session décembre 2018, pour la classe de la première année Mastec à l'École nationale d'ingénieurs de Sousse. Avant de passer à la correction, je vous demande de télécharger l'examen. Il suffit de consulter le site web slimchuchen.wordpress.com, passer à l'article 12 intitulé l'ingénierie et la technologie des matériaux. La première partie de cet article est réservée à l'introduction à l'ingénierie des matériaux. La deuxième est réservée au choix de matériaux pour les applications industrielles. Passez par la suite à la partie des examens et téléchargez l'examen décembre 2018. Vous pouvez aussi me suivre directement sur ma chaîne YouTube SlimChuchen et regarder toutes les vidéos relatives aux cours et examens en consultant la playlist matériaux. L'examen comporte 4 parties indépendantes. Le premier exercice sur 4 points, le deuxième sur 3 points, le troisième sur 6 points et le quatrième sur 7 points. Exercice 1. Première question, pour les applications du tableau ci-dessous, identifiez le matériau utilisé en justifiant votre réponse. Donc pour chaque application, on va donner le matériau avec une propriété. On va commencer par la première application, les fils électriques. Le matériau adéquat, c'est le cuivre, parce que le cuivre, c'est un matériau bon conducteur électrique et thermique. Les regards d'égout, fente, facile à mouler et une bonne résistance mécanique. Les fraises, les outils de coupe réalisés en acier rapide ou bien carbure, parce qu'ils possèdent des bonnes résistances mécaniques, thermiques et à l'usure. Robinet jaune, laiton, facile à mouler, non oxydable. Les casseroles en acier inox, non oxydable, avec une bonne conductivité thermique. Les bottes de pluie et les palmes de plongeur en caoutchouc, parce que sont imperméables et souples. Les manches de casserole en bakélite, isolant thermique, avec une bonne résistance à la chaleur. Les couverts de table en inox, inoxydable et bonne résistance mécanique. Les gobelets en PS polystyrène, facile à thermoformer et isolant thermique. Les bouteilles en plastique PET, polyéthylène terephthalate, léger, facile à injecter et souffler, et c'est un matériau très ductile, c'est-à-dire se déforme plastiquement. Les poteaux électriques en acier galvanisé résistent à la corrosion et bonne résistance mécanique. Enfin, le corps de hachoir de viande en fonte, facile à mouler avec une bonne résistance mécanique. L'exercice 2. Quelle est la signification des désignations suivantes? HS 7-4-2-5. C'est un acier rapide à 7% de tungstène, 4% de molybdène, 2% de vanadium et 5% de cobalt. EN-GJL-XCRNI-SI 952. C'est une fonte à graphite lamillaire à 9% de chrome, 5% de nickel et 2% de silicium. CuBe2Ni. C'est un alliage de cuivre à 2% de beryllium et quelques traces de nickel. GC40. Acier non allié moulé à 0,4% de carbone. PE, polyéthylène. PVC, polychlorure de vinyle. Exercice 3 sur 6 points.
Le diagramme suivant représente le diagramme d'équilibre binaire fer-carbone. Première question, indexer le diagramme en précisant les phases de chaque domaine. En premier lieu, sur le diagramme, on va identifier les domaines monophasés. On a la phase alpha, gamma, delta, L, et la verticale, c'est le FE3C. Par la suite, on peut déduire les domaines biphasés. Un domaine biphasé placé toujours entre deux domaines monophasés. Donc en bas, vous avez le domaine alpha plus FE3C, gamma plus FE3C, gamma plus L, L plus FE3C, gamma plus delta, delta plus L. Deuxième question, préciser pour chaque domaine triphasé le type de transformation et l'équation d'équilibre. À une température parfaitement déterminée, trois phases de composition déterminées sont en équilibre isotherme. Sur le diagramme fer-carbone, on a trois types de transformation. Transformation isotherme représentée par des lignes horizontales. La première à 727, la deuxième à 1148, et puis en haut vous avez cette ligne-là à 1495 degrés. La première transformation à 727, c'est une transformation eutectoïde. La phase gamma, qui se trouve au milieu, et en équilibre avec les deux autres phases alpha et plus FE3C. La deuxième transformation à 1148, c'est une transformation eutectique. La phase liquide en équilibre avec la phase gamma et la phase FE3C. À 1495, la transformation est péritectique. Gamma en équilibre avec delta et L, soit l'alliage à 1,5% de carbone à 728. Calculez la proportion de chaque phase présente dans cet alliage. Donc on a X est égal à 1,5 et la température à 728. 728, c'est-à-dire légèrement supérieur à la ligne horizontale 727. Donc, le point constitutif de l'alliage se trouve dans le domaine gamma plus FE3C. Alors, pour déterminer la proportion de chaque phase présente dans cet alliage, il faut déterminer en premier lieu X1 et X2, les abscisses de l'intersection entre la ligne de température et les limites de domaine considérées. Alors dans ce cas, on a X1 est égal à 0,77 et X2 est égal à 6,67. Avec X, la composition chimique de l'alliage est égale à 1,5. Deuxièmement, en appliquant la règle des segments inverses. Y alpha est égal à 6,67 moins 1,5 sur tout le segment 6,67 moins 0,77 est égal à 87,6%. Pour la phase FE3C, YFE3C est égal à 1,5 moins 0,77 sur 6,67 moins 0,77. Donc, on va trouver 12,4% et on peut vérifier la somme des deux fractions est égale à 100%. Quatrième question,
Donnez le nom de cet alliage. Donc le pourcentage de carbone est égal à 1,5. C'est entre 0,77 et 2,11. C'est un acier hyper-eutectoïde. Un acier non allié contenant 90% de ferrite alpha et 10% de cimentite Fe3C. La question 5. Quelle est la composition chimique exacte de cet alliage en vous référant aux nuances d'acier normalisées selon la norme européenne? On trouve les aciers C22, C25, C30, C40, C50, C60 et C70. 90% de ferrite, c'est la fraction massique de alpha, et 10%, c'est la fraction massique de Fe3C. Donc on parle du domaine qui se trouve en bas, alpha plus Fe3C, en appliquant la règle du segment inverse à la température, par exemple 726, légèrement inférieure à la ligne horizontale pour se trouver dans le domaine biphasé. Pour appliquer la règle du segment inverse, il faut déterminer les abscisses de l'intersection entre la ligne de température, 726 par exemple, et les limites de domaine. On va trouver x1 est égal à 0,025 et x2 c'est 6,67. Pour la fraction massique de la ferrite qui est égale à 0,9 est égal à 6,67 moins x à déterminer sur 6,67 moins 0,025. On trouve x est égal à 0,68 à peu près est égal à 0,7. Donc l'acier étudié dans cet exercice c'est C70 contenant 0,7% de carbone. On peut appliquer la règle pour la cémentite. Normalement on va trouver le même résultat. La fraction massique de la cémentite est égale à x, inconnu, moins 0,025 sur 6,67 moins 0,025. Le tout est égal à 0,1. Donc, on va trouver x, l'inconnu, est égal à 0,7 aussi. Sixième question, calculer la proportion exacte de chaque phase présente dans l'acier et donner leur composition chimique. Donc, en fonction du pourcentage de carbone, qui est égal à 0,7 pour l'acier identifié, C70, on va chercher le nouvel fraction massique, c'est-à-dire Y alpha et Y Fe3C. Y alpha est égal à 6,67 moins 0,7 sur 6,67 moins 0,025 est égal à 89,9. Donc c'est légèrement inférieur à la valeur proposée au début de l'exercice, 90 pour la ferrite. Alors pour la cémentite, la fraction massique 0,7 moins 0,025 sur 6,67 moins 0,025, on va trouver 10,1%. La deuxième partie de la question, donner leur composition chimique, c'est-à-dire la composition chimique de chaque phase. Dans la phase alpha, on a le pourcentage de carbone est égal à x1, c'est-à-dire 0,025%, et le pourcentage de fer dans la phase alpha est égal à 100 moins 0,025, c'est-à-dire 99,975%. Et dans la phase Fe3C, on a le pourcentage de carbone est égal à x2, c'est-à-dire 6,67%, et le pourcentage de fer est égal à 93,33%. L'acier non allié à 0,6% de carbone est refroidi depuis l'état liquide à l'aide d'une vitesse très lente. Décrire les transformations qu'il aurait subies depuis l'état liquide jusqu'à la température ambiante. Donc pour T supérieur à 1487, c'est l'intersection entre l'aqueduc et
la droite de l'alliage correspondant à X est égal à 0,6% de carbone. Présence de la phase liquide, donc l'alliage se trouve à l'état liquide, contenant 0,6% de carbone. Pour T est égal à 1487 sur le Lucidus, apparition de premiers germes d'austénite gamma avant de passer au domaine biphasé entre 1440 et 1487. L'alliage est constitué d'une phase liquide et une phase solide. Entre 1440 et 740, le matériau se trouve dans un domaine austinitique, gamma, et entre 740 et 727, le matériau se trouve dans ce domaine, c'est alpha plus gamma, et sur la ligne 727, le matériau est constitué de trois phases, alpha, gamma, Fe3C. C'est une transformation E-tectoïde. Et pour des températures inférieures, le matériau est constitué d'une phase alpha et d'une phase Fe3C jusqu'à la température ambiante. Soit le diagramme TRC d'un acier de type 50 CrMO4 sur la figure 1. On considère la courbe de refroidissement aboutissant à une dureté est égale à 36 HRC. On vous demande de calculer la vitesse de refroidissement correspondant, une vitesse normalisée déterminée entre 300 et 700 degrés. Donc sur le diagramme TRC, on va colorer la droite aboutissant à une dureté 36. Donc il suffit de déterminer les abscisses de l'intersection entre la température 300 avec la courbe qui est égale à 1500 secondes et l'abscisse de l'intersection de la température 700 avec la courbe de refroidissement et on va trouver est égal à 250 secondes. Ce qui permet de calculer la vitesse est égal à 700 moins 300 sur T300 moins T700 est égal à 400 sur 1500 moins 250 est égal à 0,32 degrés par seconde. Neuvième question, indiquer le nom et le pourcentage des différents constituants micrographiques présents à l'ambiante d'après cette courbe. Donc, on va revenir au diagramme TRC afin de déterminer les constituants. Donc, vous voyez qu'à haute température, l'alliage est complètement austinisé, se trouve à l'état solide austinite. Donc, au cours de refroidissement, une partie de l'austinite, 10%, se transforme en ferrite, puis une autre partie, 10% aussi, se transforme en perlite, et en passant par le domaine bénitique, 65% en bénite, et le reste, c'est 15%, est transformé en martensite. Question 10. En se servant du diagramme TRC de l'acier étudié et de la loi de refroidissement à l'huile qui se trouve sur la figure 2, pour un diamètre 500 de l'échantillon utilisé, déterminer qualitativement la constitution et la dureté de l'acier après trempe à l'huile au cœur de la pièce. Donc, il faut passer en premier lieu par le diagramme des lois de refroidissement à l'huile avec le diamètre 500 afin de déterminer le temps de refroidissement. Donc, vous avez ici sur le diagramme le diamètre de l'échantillon 500 mm. Donc, cette courbe va aboutir à
un temps qui est égal à peu près est égal à 2 heures. C'est le temps de refroidissement nécessaire pour refroidir le cœur d'un diamètre, ou bien de la pièce, de diamètre 500. Alors, les courbes continues représentent le refroidissement en cœur, les courbes discontinues représentent les lois de refroidissement près à la surface d'une distance x bien déterminée. Ce temps de refroidissement est marqué sur le diagramme TRC et il faut chercher la courbe ou bien la loi de refroidissement correspondant à cette valeur. C'est cette courbe-là, aboutissant à une dureté est égale à 26. Et là, on va identifier les pourcentages. Donc ici, vous avez 40% en ferrite, puis 35% en perlite, 15% en bénite, et le reste, c'est 10% en martensite. Exercice 4, sur 7 points, on procède à un essai de résilience sur une éprouvette E à l'aide d'un mouton pendule dit de Charpie, représenté sur la figure 3. Le marteau est lâché sans vitesse initiale à partir d'une position horizontale. On note G0, c'est la position initiale de centre de gravité. Le centre décrit l'arc G0E avant le choc et après la rupture de l'éprouvette, le centre de gravité va décrire l'arc EG'. On donne la masse de bras de marteau, 40 kg, l'intensité de la pesanteur G est égale à 10 N par kg, l'angle de remontée après le choc est égal à 20 degrés, et la longueur OG0 est égale à 800, c'est le rayon de l'arc. Cet essai est réalisé sur des éprouvettes prismatiques normalisées de longueur 55, de section 10 mm x 10 mm et de profondeur d'entaille est égale à 5 mm. Première question, calculer l'énergie de pesanteur W0 de bras de marteau avant rupture de l'éprouvette. W0 est égal à H1 fois M fois G. H1 c'est la hauteur avant le choc. M c'est la masse de Maslott. Et G c'est l'intensité de la pesanteur 10. Est égal à 0,8 en mètres. Le rayon en mètres fois 40 fois 10, ça fait 320 joules. Après le choc, le marteau s'écarte d'un angle θ est égal à 20 degrés. On vous demande de calculer OH, cette distance. On déduire par la suite H2. Et enfin, on va calculer l'énergie de pesanteur W de bras de marteau après le choc. Pour calculer OH, cosinus θ est égal à OH sur R. Donc OH est égal à R cosinus θ. 800 fois cosinus 20, ça fait 752 mm. On déduit H2. H2 est égal à H1 moins OH. Donc ça fait 800 moins 752, ça fait 48 mm. Calculer l'énergie de pesanteur W1 est égal à M fois G fois H2 est égal à 40 fois 10 fois 0,048. La hauteur en mètres. Tout calcul fait, on trouve 19,2 joules. Question 3. Calculer l'énergie W. Sous quelle forme cette énergie W se manifeste-t-elle? Donc W est égal à W0 moins W1 est égal à 320 joules moins 19,2. Ça fait 300,8 joules. Cette énergie se manifeste sous forme de rupture par déformation suite au choc réalisé par
le marteau. On suppose maintenant que toute l'énergie absorbée, W, correspondant au travail de rupture de l'éprouvette E, calculer la section de rupture de l'éprouvette. S est égal à 5 fois 10 est égal à 50 mm², est égal à 0,5 cm². Calculer la résilience K sur U de l'échantillon en joules par cm². Donc K sur U est égal à W0 moins W1 sur S, la section, au niveau de l'entaille, est égal à 320 moins 19,2 sur 0,5. Le tout est égal à 601,5 joules par cm². La figure ci-contre représente les courbes caractéristiques obtenues au cours d'essais de résilience Charpy, réalisés sur deux matériaux A et B en fonction de la température. Donc ici, vous avez la température est représentée sur l'axe des abscisses et sur l'axe des orthonies, vous avez une grandeur à déterminer par la suite. Sixième question, quelle est la grandeur Y portée en ordonnée sur la figure ci-contre et quelle unité est exprimée cette grandeur? C'est l'énergie en joules ou bien la résilience en joules par cm². Septième question, quel matériau A ou B est le moins tenace à la température ambiante égale à 20 degrés? La ténacité, c'est la résistance à la propagation de la fissure. Donc, à température ambiante égale à 20, on trouve que WA est inférieur à WB, donc A est moins tenace à la température ambiante. Huitième question, quel matériau A ou B est le moins tenace à la température est égale à 60 degrés? Donc, en appliquant le même principe, à 60 degrés, on va trouver WB est inférieur à WA, donc B à cette température est moins tenace. Sa résistance au choc est faible, donc sa résistance à la propagation de la fissure est aussi faible. Neuvième question, si la vitesse de sollicitation de l'essai Charpy était augmentée du même essai, c'est-à-dire est réalisée à une vitesse supérieure, dans quel sens, vers la gauche ou bien vers la droite, seraient déplacées les courbes de résilience? Justifiez votre réponse. Une augmentation de la vitesse de sollicitation ne permet pas au matériau de présenter plus de ductilité. Au contraire, il devient plus fragile. Donc, cette augmentation de la vitesse de sollicitation entraîne une augmentation de la température de transition ductile fragile, c'est-à-dire un déplacement des courbes de résilience vers la droite. Regardons maintenant la courbe de résilience. La température de transition ductile fragile est obtenue par projection orthogonale de points d'inflexion de la courbe de résilience. En augmentant la vitesse, le point d'inflexion va se déplacer à droite, donc sa projection sur l'axe des températures va aussi augmenter. Et comme ça, on va avoir des transitions ductiles fragiles supérieures. Deuxième question, déterminer pour les deux matériaux l'énergie nécessaire à la rupture fragile WF et l'énergie nécessaire à la rupture ductile WD. Alors, pour la courbe de résilience, on remarque qu'elle possède un plateau fragile et un plateau ductile. Donc, à partir de ces deux plateaux, on va déterminer les valeurs de l'énergie nécessaire à la rupture fragile et ductile. Pour le matériau A, WF est égal à des joules et WD est égal à 140 joules.
Pour le matériau B, WF est égal à 12 joules et WD est égal à 115 joules. Question 11. Calculer la moyenne des énergies de rupture WF et WD. Donc, pour le matériau A, WF plus WD sur 2 est égal à 10 plus 140 sur 2, ça fait 80 joules. Et pour le matériau B, 12 plus 115 sur 2, ça fait 63,5 joules. Question 12. Quel matériau, A ou B, a la température de transition ductile fragile la plus faible? Justifiez votre réponse en indiquant le critère que vous avez utilisé dans la détermination des températures de transition ductile fragile de chaque matériau. Le critère, c'est la moyenne des énergies, WD plus WF sur 2. D'après la courbe, la température fragile ductile du matériau A est égale à 25. Et pour le matériau B est égal à moins 35. C'est la projection de point d'inflexion de la courbe. Donc la température fragile ductile de B est inférieure à la température fragile ductile de A. Donc le matériau B a la température de transition ductile fragile la plus faible. Sur la courbe de traction de matériau A étudiée, on a relevé une limite conventionnelle d'élasticité RE02 égale à 280 mégapascales. Sous cette contrainte, la déformation totale de l'éprouvette de traction était égale à 0,337%. Quelle est la valeur en gigapascal de module de Young, E, de ce matériau? La courbe de traction est représentée sur le schéma suivant. À la limite conventionnelle d'élasticité, la déformation totale est égale à 0,337% et la déformation élastique est égale à la déformation totale moins la déformation correspondant à la limite élastique 0,2%. La différence est égale à 0,137%. Alors, le module de Young est donc égal à RE02 sur la déformation élastique est égale à 280 mégapascales sur 0,137% est égal à 204,3 gigapascales.